Dans un Togo où parler devient un crime, dans un pays où dénoncer les détournements vous envoie en prison, pendant que les vrais voleurs marchent libres, une femme, surnommée la marraine, ose défier le système. Aujourd'hui, elle confronte un soutien du pouvoir en face et elle brise le silence sur ce qu'elle appelle la dictature moderne du Togo. Voici ce que personne n'ose dire, mais que tout le monde pense. Voilà. Soit ta position ne te permet pas de parler, tu nous dis que tu veux pas parler. Mais quand tu veux parler, El Sadat, attends que je termine, El Sadat, et quand tu veux parler, parle que tu es un homme qui bande vraiment. Que tu veux vraiment. Laisse-moi finir. Là, viens même les mecs, on est même à blanc, quand tu veux, ben, y'a pour non, ma blanc. Si tu veux, tu dis que tu es un polygame. Si tu veux vraiment assurer la sécurité pour tes femmes, vu le pays dans lequel tu es, et que le mec là ne se gêne même pas d'envoyer 8 militaires pour aller arrêter à ma vie, pour je ne sais quelle raison, et qu'on l'a tabassé devant son enfant, 16 enfants. On lui a frappé le visage. On l'a tabassé, on l'a déchiré son pantalon, parce que la première fois qu'ils l'ont fessé et qu'ils lui ont demandé de montrer son badge, ça ne leur suffit pas, et qu'ils ont fait pire. Bon non, et qu'ils l'ont jeté en prison. Si en tant qu'homme que tu es et que tu prends du plaisir entre les jambes des femmes, regarde bien, je te montre ça. Et toi, tu parles comme un homme, peu importe ce qui peut t'arriver, parce que les femmes se permettent de parler et qu'on les enferme, ou soit tu dis rien. C'est moi-même qui t'ai invité, certes. On est c'est comme ça date. Gamme va doit aller, ne couvrir la Le fait, c'est qu'ils ont fait à Grèce là. C'est un crime contre l'humanité. Le fait de prendre des gens qui sont d'une même ethnie ou d'une même religion, c'est qu'ils font avec plein de prisonniers politiques de PNP là, c'est un génocide. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont déjà fait, déjà rajouté au fait qu'ils ont fait un coup d'État en 2005, qui est un crime contre l'humanité, qui est un crime imprescriptible. Ils sont venus rajouter plusieurs crimes contre l'humanité dedans. Et vous voulez me dire qu'il faut qu'on aille écouter des délinquants, c'est des délinquants, c'est des délinquants. Parce que on a reproché à Amavi, quand ils sont partis l'arrêter chez elle, devant ses enfants, qui l'ont tapé devant, qui l'ont fracassé devant ses enfants, qu'ils ont déchiré son pantalon devant ses enfants, que jusqu'à présent, son enfant de 8 ans fait des crises parce qu'il a assisté. Il a assisté à la manière dont sa maman a été kidnappée. Hein? Quand ils sont partis l'interroger à la DCPJ, justement, ils lui ont reproché le fait d'avoir dit d'incendier la maison des forces de l'ordre. C'est maintenant, moi, j'avais pas entendu ça. Quand Essada dit que oui, dans un live, elle avait dit, me dit, peut-être que c'est ce live-là qu'ils ont écouté parce qu'effectivement, ils lui ont reproché ça quand on l'a arrêté. Ils lui ont reproché le fait d'avoir dit d'aller incendier la maison des forces de l'ordre. Et elle leur a dit que c'est parce que les forces de l'ordre l'ont frappé. Ils l'ont frappé, ils lui ont fait la misère. Donc, lui, elle a dit il faut aller brûler parce qu'elle ne peut pas accepter que dans un état qu'on dit de droit, les policiers enfreignent les règles sans conséquence. Les policiers, les gendarmes enfreignent les règles sans conséquence pour eux. Ils lui ont aussi posé des questions sur le fait qu'elle ait dit PC et elle a dit que c'est quoi PC? Que c'est PC d'ordinateur ou bien PC de quoi et donc elle est en train d'insulter Fonya Simbe. Elle leur a dit que elle-même, elle ne sait même pas que Fonya Simbe c'est elle le PC. Et on lui a aussi dit, elle a aussi reproché le fait de dire que Ford doit quitter le pouvoir. Elle dit oui, elle le dit, elle assume parce que Ford n'a rien fait de bon pour le Togo. Donc Ford doit dégager, Ford doit quitter le pouvoir. Bon, il y a d'autres choses que j'ai oubliées, mais ils lui ont posé plusieurs questions. Ils l'ont gardé au secret pendant pratiquement 2 semaines à la DCPJ. Nous, on savait qu'elle était là-bas, mais quand on envoyait les gens là-bas, on disait qu'elle n'y était pas. Et même pour aller faire, si elle veut sortir de la case là, elle était dans un petit truc, c'est même pas une chambre. C'est la terrasse, ils ont pris un truc pour faire un petit kajibi là. C'est par là qu'elle était. Même quand elle veut sortir de là pour aller faire caca, il vide tout. Toute la partie où elle doit passer. Comme si c'est un terreau. Exactement. Traitement de terreau qu'on lui a fait. On vide tout. Il doit avoir personne doit savoir qu'elle est là. Avant qu'elle. Et s'ils n'ont pas encore vidé, même si elle a envie de faire caca, elle est obligée de garder
Hein? Bon, bref, c'est un monde, c'est des délinquants qui nous gèrent. Je vous assure, si vous voulez aller doucement avec ces gens-là, ça n'ira jamais. De la grâce présidentielle. On ne peut accorder la grâce présidentielle qu'à des gens dont la procédure est arrivée jusqu'au bout et que toutes les voies de recours sont épuisées. Chez nous, là-bas au Togo, là, je ne sais pas combien de personnes ont vu leur dossier et jugé et juste et que les voies de recours sont épuisées. Je ne sais pas. En tout cas, parmi les détenus politiques, il n'y a que 14 personnes qui ont été jugées en 2025. 14. Donc, les plus de 135, ils sont à peu près environ 135. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont cachées à gauche, à droite, qu'on ne répertorie pas. Donc, sur 135 personnes à peu près, s'il y a des gens qui peuvent éventuellement bénéficier d'une grâce dedans, c'est les 14 personnes qui ont été jugées la dernière fois. Si on veut juste se poser sur un point de vue juridique, donc, comme il a dit que, ouais, le droit, la justice, machin, il n'y a que 14 personnes. Et je ne sais même pas si il y en a pas qui ont fait des appels, je ne sais pas. S'il y a des gens qui ont fait des appels, ils peuvent même pas figurer sur la liste des gens qui pourraient éventuellement bénéficier de grâce présidentielle. Et après, la grâce présidentielle doit être demandée par les détenus. Il y a beaucoup de conditions qui font que ce qu'il a dit là-bas, là, c'est blablabla, c'est que son frère Pacha fait des demandes de grâce présidentielle tout le temps. Il ne l'accorde jamais. Jamais, c'est son frère. Marraine, est-ce que c'est lui qui lui a donné de grâce présidentielle? C'est lui le président? Pardon. C'est une bonne question quand même. Non, pardon, je vous réponds d'un point de vue uniquement juridique. Dans leur torchon 2, ce que moi j'appelle torchon 2 là, et la loi du 6 mai, la loi illégale et illégitime du 6 mai 2024 là, dans l'article 50, il s'est réservé ce pouvoir-là. Normalement, c'est un pouvoir qui devait appartenir au président de la République. Mais dans l'article 50 de leur torchon 2 là, ils ont mis que c'est lui qui doit faire la grâce. C'est totalement débile. C'est débile. C'est dans cet article aussi, il est le chef suprême des armées. Ce qui est débile aussi, c'est que c'est une loi totalement... Il y a rien de correct. Ça prouve même, s'il y avait besoin même, ça prouve à quel point c'était un coup d'État précipité et ce n'était pas bien ficelé. C'est pour ça qu'ils ont même oublié, même le gouvernement est légitime, parce qu'ils ont même oublié de préciser qui nomme, qui propose et qui nomme les membres du gouvernement. Non, même le gouvernement que Ford nous a déposé là, aucune loi ne lui donne le droit de nommer et de faire un gouvernement. Dans leur torchon 2, il n'y a même pas. Il n'y a même pas. Donc, tu n'as pas vu tout ça là? Ce que tu as vu, c'est seulement les discours. Quelqu'un qui vient nous parler de justice, on est dans un mode de coup d'État permanent. Et le coup d'État, c'est un crime imprescriptible contre la nation. Hein. Il faut le retenir. Il faut le retenir. Et il faut aussi retenir que ce qu'ils sont en train de faire, lever, ils ont fait lever, c'est un crime contre l'humanité. Que tout ce qui est fait, oui, tout ce qui est fait est mauvais, parce que quand je regarde que ça dans le domaine de la santé, que ça dans le domaine de la sécurité, que ça dans le domaine de la justice, quel que soit le domaine, quand on prend, c'est un fiasco. Oui, donc oui, moi, Mawaba, je dis que ce pouvoir n'a rien fait de bon, et j'assume totalement ce que je dis. Parce que si ce pouvoir voulait écouter tout ce que le peuple togolais a fait comme revendication, réclamation, depuis 20 ans que M. Fagnassingbe est au pouvoir, ce pouvoir aurait changé. Et il y a la loi. Chaque fois, on dit oui, vous ne respectez pas la loi. Mais en fait, ils ne respectent pas du tout. L'article 146 bis du code pénal. Pourquoi ils ne sont jamais à respecter cet article-là? Alors que s'ils essaient de respecter un tout petit peu, ça nous arrangerait tous. Pourquoi ils ne le font jamais? Hein? Moi, je vous résume, l'article 146 du code pénal sanctionne les gens qui détournent l'argent fait, les détournements de deniers publics. C'est ce que l'article 146 du code pénal sanctionne. Pourquoi ce n'est jamais une priorité, alors que pour cet article-là, les personnes encourent jusqu'à 50 ans de prison quand ils dépassent 100 millions d'argent détourné? Pourquoi est-ce qu'il n'a plus 20 ans de régime de force?
personne n'est jeté en prison pour ça. Maroc qui aurait détourné des milliers. On ne se comprend pas. Je te parle des rapports que moi j'ai eu à ma disposition. Et là, j'ai demandé. Je suis d'accord. Mais moi, je dis, pourquoi même, ce que moi je dis, j'ai compris. Il y a un rapport qui a dit que ma vache, j'ai compris. Mais je dis, pourquoi aller chercher loin? Pourquoi aller chercher loin au lieu de commencer par les gens qui sont pays, qui sont nombreux et qu'on connaît? Mais moi, je suis d'accord que j'ai pas suivi le live. Mais je suis d'accord. Heureusement qu'il est là pour témoigner. Donc aujourd'hui, fondamentalement. Ce n'est pas ça. Pourquoi est-ce qu'on doit aller chercher? Moi, je ne parle pas de votre live. Hein. Je parle déjà du rapport même. Le rapport, il y a beaucoup de choses mais le rapport, ça a parlé des ministères. Hein. Le rapport, ça a parlé des ministères qui ne justifient pas des fonds qui leur ont été alloués. Il y a ça aussi dans le rapport. Non, je t'explique. Il y a plusieurs types de rapports. Peut-être le rapport de la Cour des comptes, mais le rapport de l'IGE ne parle que de 2 missions. Moi, je parle du rapport de la Cour des comptes, qui est un rapport vraiment très détaillé, qui nous a dit beaucoup de choses. Voilà. Donc, ce rapport de la Cour des comptes, on aurait pu s'en servir pour essayer de faire. Vous savez, tout ce qui va mal au Togo, c'est parce que l'argent est détourné. Hein. Ça vient de là. Les hôpitaux qui ne sont pas équipés, les écoles qui n'ont rien, les routes qui ne sont pas faites, tout ce qui va mal au Togo, c'est à cause de l'argent détourné. Donc, le vrai problème, c'est l'argent détourné. Je veux que vous conveniez avec moi que je suis l'un des farouches défenseurs du fait que voilà, justice soit faite par rapport à ces choses-là. Et je suis l'une plutôt des rares personnes, encore une fois, qui demande matin, midi, soir, ce qu'on puisse voir clair que les personnes identifiées comme des détourneurs à outrance, voilà, soient incriminées. Et d'ailleurs, j'ai encore proposé qu'on puisse dorénavant avoir une loi qui nous permet de pouvoir, comment on appelle ça, proposer même la peine de mort contre ces personnes qui détournent l'argent dans ce pays-là. À un moment donné, il faudrait que ça cesse. Mais ça, voilà. On peut blaguer avec ça, c'est normal. Ok, donc, et on ne poursuit pas. Reconnaissez-moi cela au moins. Mais vous ne reconnaissez pas cela. Non, mais monsieur El Sadat, c'est juste que comme je ne suis jamais vos lives, c'est maintenant que vous dites, je dis, ok, je vous, comment on dit ça? Je vous fais, oh, mais le mot m'échappe. Bref. Je vous accorde ça, je vous reconnais ça, parce que je ne suis pas volé. Là, vous avez dit là, ok, j'ai compris. C'est pourquoi je suis venu sur cet article, c'est pour dire, cet article qui dit que les gens doivent condamner à 50 ans. Le bénéfice du doute que tu lui accordes, c'est ça? Même pas, c'est que bon, il a dit, je prends acte qu'il est sur ce point honnête et qu'il veut que les gens qui détournent soient sanctionnés. Voilà. Voilà. Maintenant, cet article-là, hein, qui dit que les gens doivent faire 50 ans de prison, on ne l'utilise jamais. Et on va par contre aller attraper des gens, non pas attraper, on va kidnapper des gens pour des propos tenus. Alors que la diffamation dans le code du Togo, c'est 6 mois avec sursis plus des amendes. Voilà. On va attraper des gens. On dit oui, article 663, article 664. Mais que ce soit article 663, article 664, ça ne fait pas 50 ans de prison le maximum. Donc, c'est là où on doit vraiment s'agiter là. C'est qu'on reconnaît au Togo, le crime économique est extrêmement plus grave que la tentative de coup d'État. Par exemple, même s'il y a, je ne dis pas qu'il y a, à supposer qu'il y ait tentative de coup d'État, la sanction est moins forte que la sanction du crime économique. Donc, normalement, on devait plutôt axer tout sur les crimes économiques. Parce que si on gère ce problème, le reste va se gérer. Si on gère ce problème, les écoles seront construites, les hôpitaux seront équipés, les routes seront faites. Ça va être la corruption si on gère ce problème. Est-ce que moi j'aurais besoin même de parler? Moi je suis venue sur ce panel pour créer une synergie, pour que le droit soit à la portée de tout le monde. Si on s'occupe du droit, est-ce que quelqu'un va aller? Si on s'occupe du droit, si on sanctionne
les militaires, les gendarmes qui ont frappé à ma vie, les gendarmes qui ont végré, est-ce que ça ne nous calmera pas nous tous? Ça nous calmera parce qu'on a dit, au moins il y a un début de droit qui est en train d'être... Mais on dit, vous n'avez pas le droit de parler. Alors que rien ne va dans ce pays. C'est pas possible. On prend Affection, on le jette en prison. Bientôt 1 an qu'il a Affection en prison pour avoir fait un poème et avoir dit que les marchés brûlent et avoir dit, un moment on sera fatigué, on va passer... On prend le Chimène à Pévon. On la jette en prison pour avoir dit qu'à un moment donné, il faudrait échanger 2 méthodes. Et on prend Dora, on la jette en prison. Elle, je ne sais même pas ce qu'on lui reproche. On dit que elle est dans un complot, je ne sais même pas où. On prend Leila, on la jette. Depuis 6 ans, Leila en prison. On dit qu'elle a assisté à une manifestation. Elle dit que je n'y étais pas. On dit si tu étais. Alors qu'elle avait un enfant qu'elle allaitait. Depuis 6 ans, elle est en prison. On prend comment elle s'appelle? Abévi. On le jette en prison. On dit qu'il a participé à un manifestation. Il dit je n'y étais pas. Et lui-même, il travaillait au port. Donc, il badge. Le badge dit que M. Abévi était à son boulot. Au moment où on lui dit que ouais, il était à son boulot. Mais il est en prison. Mais c'est que la liste est longue des gens qui n'ont absolument... Oui, même le Zemidja. Le Zemidja qui transportait Dora. Lui aussi, il est en prison. La liste est longue de gens qui sont en prison pour n'avoir absolument rien fait. Et même si ça avait fait quelque chose, la peine encourue est nettement moindre que la peine encourue pour les gens qui ont détourné l'argent. Pourquoi on ne sanctionne pas les crimes graves et on vient prendre des gens, des innocents pour... Et en plus, l'article 112 du Code de procédure pénale dit que la détention préventive doit être une exception. Mais les gens sont en prison depuis 6 ans sans aucune décision, sans aucun jugement. Mais c'est pas possible. Rien ne marche dans le domaine de la justice. Rien ne marche dans ce pays. Et on dit, non, mais il faut encore donner le temps aux gens qui n'ont absolument rien fait, qui ne font rien de bon dans ce pays, de rester encore au pouvoir. Comprenez que quelque part, on nous prend pour des idiots, que ça nous énerve. Ce n'est pas possible. Après, le monsieur Faure Gnassingbé, il va à l'Assemblée nationale, il fait comme si c'était la première fois qu'il gérait le pays. Il va nous servir un discours insipide du début jusqu'à la fin. Monsieur fait 20 ans, il est dans 21 ans, il va faire comme si c'est maintenant qu'il découvre le pouvoir. Il dit on ne peut pas, une république forte ne peut pas se faire sans une vraie justice. Mais monsieur, ça fait 20 ans qu'il n'y a aucune justice au Togo. Il n'y a aucune justice au Togo. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'on se taise et subisse, c'est ça? Mais c'est pas possible. Le discours de Faure Gnassingbé, je me suis fait la douleur de l'écouter du début jusqu'à la fin. Je n'ai trouvé aucun point positif. Aucun. Oui, moi, j'ai trouvé des éléments intéressants. Déjà, il y a le fait qu'on va faire, comment on appelle ça, la grâce à certains détenus. Il y a donc... Monsieur Sadat, l'année passée, on a fait la grâce. Attends, je vais vous raconter. L'année passée, on a fait la grâce. Les gens qui ont commis des délits mineurs et tout ça, 2 semaines après, ils étaient en prison. Ils sont retournés en prison. 2 semaines après, ils étaient retournés en prison. Ce que je voulais dire de plus, c'est quoi? Il a parlé de renforcer la lutte contre la corruption. J'espère maintenant. Mais il attend 21 ans pour renforcer la lutte contre la corruption. Il attend 21 ans. Il fait comme s'il n'était jamais au pouvoir. Il a fait 20 ans. Pendant 20 ans, il n'a pas pu lutter contre la corruption. Et c'est à 21 ans qu'il se dit, ah, j'ai vu la lumière. Il faut qu'on lutte contre la corruption. Qu'est-ce qu'il a fait les 20 années passées? Ici, le fait maintenant. Mais ce n'est pas... Non, mais pourquoi il va le faire maintenant? Pourquoi il n'a pas fait avant? Mais je comprends pas. Il faut 20 ans pour se réveiller, mais c'est de la mauvaise foi, tonton. C'est de la mauvaise foi. Le gars, il nous a dit, faisons CVJR. C'est lui-même, hein. CVJR. On a fait CVJR. Il n'a appliqué aucune recommandation de la CVJR. On lui a dit d'écrire une lettre pour présenter ça fait partie des recommandations. Monseigneur Bariga est parti remettre le rapport de la CVJR. Il a gardé jusqu'à la mort de Monseigneur Bariga la
troisième lettre d'excuse qu'on lui a demandé d'écrire, ça n'a jamais été. C'est quoi ça? Mais il y a un adage qui dit mieux vaut tard que jamais ou pas. Elle s'adapte. Bon, le dit les diaphois. Elle s'adapte. La langue de voix n'a Non, pas sa place ici. mais sérieux, elle s'amuse. Non, il s'amuse. Non, on n'a il pas s'amuse. Il faut le dire. Elle s'amuse. Il dit, mais le gars, vous savez, fort. est parti voir Gilles Christ. Il s'est agenouillé, il a demandé pardon à Gilles Christ pour dire que oh, ce qui s'est passé avant, c'était avant. Maintenant, c'est maintenant, machin. Il a parlé, il dit à Gilles Christ nuéré. Quand Gilles Christ lui a cru à ces paroles-là, il est venu s'asseoir. On a vu ce qui est sorti après. Et donc, les promesses de Fonia Singé, franchement, je n'ai absolument rien à cirer. C'est un menteur impénitent. Il ne respecte rien. Il ne respectera jamais rien. Rien du tout. Je n'ai pas envie de vous couper, mais s'il vous plaît, la marraine. Mais arrêtez, vous comprenez. Vous savez, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Je ne sais pas pourquoi, mais ce monsieur, c'est un mystère pour moi. Je ne sais pas comment on peut être aussi sûr de soi et aussi peu intéressant en fait. Je sais pas comment il fait. Carl nous l'avait dit au début, mais je pensais pas que ça serait à ce point. Et en l'entendre parler, je me rends compte à quel point c'est un peu pire que ce qu'on pensait au départ. Et Madame avoir l'évidence de parler autant pour ne rien apporter, c'est une perte de temps. Sois patient. Sincèrement. Est-ce que tu es sur Est-ce que sur le point d'accoucher? Est-ce que tu es sur le point d'accoucher? On va qui parle? Mute-toi 2 secondes, ça date. Vous savez, Madame Sika, aujourd'hui, je pense que j'ai un rôle à jouer en tant que rassembleur. Et mon rôle de rassembleur ne me permet pas d'avoir des positions aussi tranchées. Je Ça date. Mute-toi 2 secondes. Non, laisse-le parler. Vas-y, réponds-lui. Alors, Gattuso, de vous regarder dans mon direct de Javano. Réponds à sa date. Excuse-moi, vas-y, réponds. Oui, donc Madame Sika, je comprends parfaitement. Tu sais, l'attente de chaque Togolais n'est pas proportionnelle. Donc je comprends parfaitement. Mais il faut aussi comprendre que, vu mon positionnement aujourd'hui, moi je milite pour donc la paix dans le pays. Donc il est important pour moi que je me positionne de sorte à ce que je puisse servir donc d'intermédiaire entre les bords extrêmes. Je comprends. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas bien dans le pays. Ça, c'est un fait. Quel Togolais va dire que tout fonctionne correctement sur un menteur? Par contre, nous avons simplement des approches de solutions qui sont vraiment différentes. Moi, je n'accuse pas fondamentalement ceux qui veulent faire la révolution, mais en attendant que cette révolution puisse être manifeste, mais ceux qui estiment que, bon, voilà, il faut déjà donc faire bouger les lignes, mettez-leur également de faire bouger les lignes. Bref. Donc, bon, en gros, ça ne sert à rien que je discute avec M. El Sadat parce qu'il me dit qu'il n'est pas au pouvoir. Donc, il ne peut pas, voilà, je le mets dans une position délicate. Je voulais juste... Ce que j'ai voulu dire, quand tu me demandes pourquoi ça n'a pas changé jusqu'à présent, j'ai dit moi je n'ai pas les moyens de changer cela. Et c'est pour cette raison, moi je dis ceci de fondamental, ce que les gens ne comprennent pas. L'alternance dans un pays c'est quelque chose de bien. J'ai toujours lutté pour cela. Et je dis, mais justement quand on trouve des failles pour un régime, il faut travailler à ce qu'on puisse donc aboutir à l'alternance. Et il faut justement que donc le pouvoir en place puisse faire des erreurs pour que l'opinion, les partis de l'opposition puissent donc utiliser ces erreurs-là pour pouvoir les abattre. Donc, ce n'est pas une question d'opposition là. Nous sommes, non mais parce que l'opposition fait partie du peuple. Quand je parle de l'opposition, je parle donc de tous ceux qui ne sont pas en phase avec la gouvernance. Il faut travailler à ce non mais, voilà. Mais nous ne sommes pas en train de dire hein? Vas-y, non t'es bon va répondre, non t'es bon. Et Gattuso bien agbonyare. Non t'es ngatidio. Gattuso. Ndekum sobe non. Et derrière les tout le tanami quoi, mi baba no bonyaro na mi les filles, mi mbanye viffe hein. Vas-y, Gattuso. Je crois qu'elle s'adapte. D'un parti politique. Bonjour. Avant, oui.
comme Non, ça. El Sadat a un bus, excusez-moi, moi je viens le chercher parce qu'on a un bus, on doit prendre le bus ensemble là. Hein, il est le El Sadat. El Sadat. Hein, descends, on va aller prendre le bus. Théo, laisse Gattuso s'exprimer, s'il te plaît. Ok. Il faisait partie donc d'un parti politique. Et bon, parti politique, je crois qu'il a quitté le parti. Et le jour du discours, je crois le 2 décembre, j'ai vu le post de l'ancien responsable de ce parti politique qui disait, et je lui donne complètement raison, qu'on dirait qu'il prononce pour la première fois un discours sur l'état de la nation, c'est-à-dire, bon, 2005, quand il venait de prendre le pouvoir. En gros, bah, c'est comme pendant les 20 ans, durant les 20 ans, il a dormi, et qu'il vient de se réveiller, et que c'est maintenant qu'il dit aux Togolais, les choses ont changé, voilà, je serai maintenant un dirigeant capable de changer le pays. Ce qui veut dire qu'en 20 ans, il sait que c'est un échec total. Voilà pourquoi il dit aux Togolais que maintenant, il va changer les choses. Le problème, c'est que il n'a pas fait le bilan donc de ces 20 ans avant de promettre de nouvelles choses. Et il disait dans son discours que il veut que dorénavant qu'on le juge sur ses actions et non sur ses paroles ou ses propos. Et donc, il nous donne encore donc le temps d'espérer que des changements palpables seront bientôt visibles à la tête donc du Togo. Mais la question que moi je me pose, est-ce qu'on a encore le temps, parce que bon, on a donné quand même 20 ans, hein, que toi-même tu nous as dit que c'est un échec, et que c'est maintenant que tu vas lutter contre la corruption, c'est maintenant que tu vas accorder plus donc de possibilités à l'opposition de pouvoir être une opposition, mais quand même de construction, mais une opposition qui contrôle aussi l'action du gouvernement. Ce qu'il n'a jamais voulu faire, puisqu'il a détruit toute l'opposition. Et que c'est très important qu'au Togo, qu'il y ait de la diversité. Et que c'est dans cette diversité que nous pouvons construire des politiques plus justes, plus efficaces, plus légitimes, c'est ce qu'il a dit. Qu'on a le droit de critiquer, mais pas diffamer ou insulter. Je l'ai toujours dit, un chef d'État, un gouvernement qui, voyant à peu près le contexte dans lequel les États sont aujourd'hui, c'est-à-dire la compétition, parce qu'aujourd'hui il y a compétition entre les États. Et si tu as vraiment du boulot, je te l'ai dit la fois passée, je le dirai encore, ce n'est pas ma position, mais si tu as vraiment du boulot, je pense que tu n'as pas le temps, quelqu'un qui vient dire envie, il y a une autre beaucoup. Puisque tu n'as pas le temps parce que il y a une compétition entre les États et tout le monde veut se montrer sérieux. Voilà quoi? Ameko les développer les gloires. La plupart du temps, ils sont dans leur pays. Ils ne sont pas médiateurs partout. Ouattara, il est tout en Côte d'Ivoire. Il est tout en... Et même ces pays de l'AES, ils sont tout le temps dans leur pays. Ils sont tout le temps dans leur pays. Donc, on l'a vu au discours, on a dit au Dibénon. Mia noté quoi et sous nous, les mia pour nous les jawa. On me le dit bénin, mia jugé des et nous coller blantio. Mais qu'est-ce qu'on n'en a pas vu en 20 ans? C'est cas, bien motion. Ok, bon, tu prends ta motion et puis après je finis.
Sika, vas-y. Oui, Gatouzo, on a des exercice que l'on a des moule normal, surtout pour un juriste, moule normal. Pour commencer, il est venu comment? Il a confisqué le pays. Déjà réglementairement parlant, on ne peut pas la règle le fou nous. On ne peut pas le légal le fou nous. Maintenant, tu fais ces analyses-là sur quelle base? Sur la base d'un coup d'État permanent? L'analyse, c'est sur quoi exactement? Au lieu pour comme si Amérique va démocratiquement et l'État au deuxième mandat va les présenter le programme. Mais il faut savoir débattre sur des choses qui ont une logique. Logique de comme les mamans, mais va comment? Avant de commencer à se poser 10 000 questions de comment il aurait pu... Tu es venu comment? On va nous discuter pour faire un fil à Rome, bon, et fi chaise ya, et fi a fonné ya, ou rekia. Ah, mais fi un fi béni, beba fi nous la Rome. On s'en fout de ce qu'il a pris ou il a laissé. La question est, au monde là va son noir de nous. Nous là, mais attends, il n'a pas n'a se présenter comme tout le monde, nous on est d'accord, non? Mais les coups d'état permanents, mais il mis pour nous d'aller, mais les ouais, tant bien que mal jusqu'à Ekbeme, une nouvelle génération s'est réveillée, mais et puis il va les discuter de oui, ce qui est légitime, ce qui ne l'est pas. Nous, quel est légitime dès la base? Les vices, et nous les vicier dès le départ. Mais et quelqu'un cacalo, ça sert à rien. Programme, quel programme, peu importe. Tu n'es pas légitime à être là déjà pour commencer. Donc, quel que soit ce que tu diras, tout est vicié. Le début est vicié, la base est déjà pourrie. Ça sert à rien. Là, ce qu'on demande, c'est revenir dans un état normal, que les choses se passent normalement. Parce que Québec va mouniber des constitutions, les doigts. La constitution d'un pays, c'est comme les squelettes, c'est comme un béton squelette. Il est tenu, on est debout. Il y a nous qui s'accrocher l'année. Mais si la constitution n'est plus valide, et l'endédé que la tiani, avec béton d'atteintite, mais squelette à mouloua, même d'atteintite là dans mouvement. Donc, quel est l'intérêt de venir discuter si le cerveau fonctionne bien ou non? À nous amener les titres. Comprenez-le, tout débat est inutile. Tout débat est inutile. Même si nous discuter les illégitimités, même si nous discuter les nous viciés, c'est vicié depuis le début. Donc, les analyses. Vas-y, tata. Oui, je me demandais encore, médiocrité de manquer les débats, mais tu as fait monter ça date à l'eau, il y a tout trop, il y avait une qui va. Oh, me monter parce que me considère en tant que Togolais. C'est comme un petit monté, là. On est bien, on est monté. Je ne peux pas réfléchir à sa place. Voilà. Et je vais nous passer justement le discours, si vous me le permettez tous. Ah non, pas ça, je vais finir mon truc Et moi, les problèmes, j'ai trop souffert avec ce discours la dernière fois. Je vais y aller, après vous allez écouter le discours. J'ai trop souffert. Et nous, parce que je tiens quand même à dire que dans son fameux discours là, où il a parlé de grâce. Tu sais, beaucoup ne l'ont pas écouté, c'est pour ça. Mais vas-y, non, je sais. Je tire l'attention sur la notion en droit de... Le débat sur la justice togolaise, longtemps tenu dans les coulisses, explose aujourd'hui en plein jour. Dans un pays où le silence a souvent plus de poids que les mots, la prise de parole publique d'une femme connue sous le nom de la marraine résonne comme un coup de tonnerre au-dessus d'un ciel politique assombri par des décennies de contestations, d'arrestations arbitraires et d'impunité installées au sommet de l'État. Elle n'est ni députée, ni ministre, ni présidente d'un mouvement officiel. Mais elle porte ce que beaucoup ressentent, une frustration profonde, une douleur collective, une colère enfouie dans le quotidien des Togolais depuis trop longtemps. Son intervention, à la fois frontale et lucide, met en lumière une réalité que le régime en place tente d'étouffer, celle d'une justice affaiblie, instrumentalisée et transformée en outil de répression plutôt qu'en rempart contre les abus. Pour la marraine, ce diagnostic n'est pas théorique, il est vécu. Il est incarné dans la peau des citoyens ordinairement arrêtés pour un simple mot, une critique, un post sur Facebook ou un simple partage d'opinion. Au Togo, affirmer que le pays est mal gouverné,
que les richesses sont détournées ou que les libertés sont piétinées peut suffire pour être arrêté au petit matin, sans convocation, sans procédure régulière, et enfermé pour ce qu'on appelle ici le délit d'opinion. Un concept que le régime n'a jamais officiellement reconnu, mais qui existe dans la pratique judiciaire, dans les prisons, dans les dossiers bricolés à la hâte pour intimider et punir ceux qui osent déranger. La marraine n'y va pas par 4 chemins. Pour elle, la justice togolaise est devenue un champ de bataille où seuls les plus fragiles perdent. Elle confronte directement un soutien du président Faure Gnassingbé qui tente de défendre, maladroitement, la position du régime. Mais pour la marraine, ce discours officiel ne tient plus. Il n'explique pas les arrestations arbitraires. Il n'explique pas le silence complice autour des détournements massifs dont la population est témoin. Il n'explique pas pourquoi les prisonniers d'opinion remplissent les cellules pendant que les crimes économiques, eux, restent impunis, étouffés ou simplement ignorés. Elle interpelle, elle bouscule, elle renverse les arguments. Elle insiste sur une vérité simple mais explosive. Comment peut-on prétendre défendre la légalité lorsqu'on laisse prospérer dans l'impunité ceux qui pillent l'État? Comment peut-on emprisonner des citoyens pour leurs paroles pendant que ceux qui volent des milliards au pays assistent tranquillement à des cérémonies officielles, voyagent à l'étranger et s'affichent comme des bâtisseurs du Togo? Pour la marraine, le contraste est trop flagrant pour être accidentel. Selon elle, ce n'est pas un dysfonctionnement du système, c'est le système lui-même. Au sommet de l'État, l'impunité n'est pas une erreur, c'est une stratégie. Car en s'acharnant sur les critiques, le régime cherche à conserver son emprise sur l'opinion, à décourager toute contestation, à étouffer toute prise de conscience collective. Et en protégeant les véritables criminels économiques, il préserve un réseau d'intérêts, de privilèges et de loyauté qui constitue le noyau de sa survie politique. Ce diagnostic, la marraine le formule avec une certitude presque douloureuse. Elle affirme que si le régime togolais déployait la même énergie pour combattre la corruption, les détournements et les abus de pouvoir que celle qu'il met pour traquer les opposants, les activistes ou les journalistes, le pays serait aujourd'hui l'un des plus avancés de la région. Pour elle, la véritable maladie du Togo n'est pas le citoyen qui parle trop, mais celui qui vole trop. Pas celui qui critique, mais celui qui profite. Pas celui qui manifeste, mais celui qui manipule les institutions pour servir ses intérêts personnels. Et elle va encore plus loin, elle accuse ouvertement le président Faure Gnassingbé de ne pas être en mesure de poursuivre ceux qui détournent les fonds du pays, parce qu'il ferait lui-même partie de ce cercle d'impunité. Une accusation grave, audacieuse, mais qui trouve un écho dans le sentiment populaire. Le peuple est fatigué de voir toujours les mêmes visages, les mêmes scandales, les mêmes nominations, les mêmes montées en grade malgré les rumeurs de détournement, de favoritisme ou de népotisme. Le peuple est fatigué d'être demandé à faire des sacrifices pendant que des millions disparaissent dans des comptes étrangers ou dans des projets fictifs. Le peuple est fatigué d'être réprimé pour des mots alors que d'autres ruinent le pays dans un silence assourdissant. À travers sa prise de position, la marraine exprime ce que des milliers de Togolais n'osent plus dire publiquement. Elle dit que la justice n'est plus indépendante, qu'elle n'est plus protectrice, qu'elle n'est plus le dernier refuge des citoyens. Elle dit que la séparation des pouvoirs est devenue une illusion, que les décisions judiciaires semblent répondre à des ordres politiques et que la peur est devenue une arme officielle. Dans son discours, elle rappelle aussi que le Togo n'est pas un pays sans ressources. Ce n'est pas un pays condamné au sous-développement. Ce n'est pas un pays incapable de prospérer. C'est un pays riche, riche de son peuple, riche de ses terres, riche de son histoire. Mais c'est un pays qui souffre parce que sa richesse est capturée, parce que le développement est confisqué, parce que les institutions sont affaiblies et détournées de leur mission fondamentale. Alors quand la marraine parle, elle ne parle pas seulement d'injustice, elle parle d'avenir. Elle ne parle pas seulement des prisons, elle parle de liberté. Elle ne parle pas seulement des erreurs du régime, elle parle de ce que pourrait être un Togo juste, transparent, équitable. Elle parle d'un Togo où critiquer n'est pas un crime, où la vérité n'est pas une menace, où la justice n'est pas une arme politique. Un Togo où les gouvernants ne se contentent pas de punir les faibles mais osent affronter les puissants. Un Togo où la loi s'applique du sommet à la base, et non l'inverse. Pour elle, la légitimité d'un dirigeant se mesure à sa capacité à rendre justice, pas à son autorité à faire taire les voix discordantes. La marraine affirme que Faure Gnassingbé n'a plus cette légitimité morale. Elle ne parle pas de légalité, car dans le système en place, la légalité est façonnée pour servir le pouvoir, mais de légitimité, cette confiance naturelle que le peuple accorde à celui qui gouverne. Selon elle, le président a perdu cette confiance parce qu'il n'a pas su protéger le pays des prédateurs internes. Parce qu'il n'a pas su s'entourer de personnes intègres. Parce qu'il n'a pas su instaurer une justice équitable. La marraine évoque aussi le poids psychologique que ce climat politique impose aux familles togolaises. Elle décrit la peur de s'exprimer, la peur d'être surveillée,
la peur d'être arrêté pour une simple opinion. Beaucoup vivent dans l'autocensure. Beaucoup choisissent de se taire par précaution. Et cette peur crée une société frustrée, où les injustices s'accumulent sans être dénoncées, où les citoyens ne croient plus aux institutions, où le futur devient flou, incertain, fragile. Mais elle insiste, ce silence n'est pas synonyme de satisfaction. Ce silence est imposé, non choisi. Et tôt ou tard, un peuple qui se tait par peur finit par se lever par nécessité. Elle évoque les mouvements civiques, les associations, les activistes, les journalistes, les blogueurs qui continuent, malgré tout, à parler, à dénoncer, à alerter. Ces citoyens courageux sont, pour elle, les véritables défenseurs du Togo. Ceux qui veulent que les richesses servent au développement et non à l'enrichissement personnel. Ceux qui veulent que les institutions fonctionnent pour tous, pas seulement pour une élite protégée. Ceux qui veulent un Togo moderne, équitable, crédible. Elle affirme que le régime a tort de considérer ces voix comme des ennemis. Car ce sont elles qui éclairent les dérives, qui alertent sur les dangers, qui poussent à la réforme. Les faire taire, selon elle, c'est se priver de la possibilité de bâtir un pays plus stable et plus prospère. Son discours ne se limite pas à la critique. Il appelle à une prise de conscience collective. Il invite chaque Togolais à réfléchir sur ce qu'il accepte, sur ce qu'il tolère, sur ce qu'il laisse passer. Il pose une question fondamentale. Quel pays voulons-nous laisser aux générations futures? Un pays où la parole est un risque? Un pays où l'injustice est un mode de gouvernance? Ou un pays où la vérité est respectée et où la justice protège réellement? Pour la marraine, le changement ne viendra pas seulement des institutions, mais aussi du courage des citoyens à défendre leurs droits, à refuser l'injustice, à réclamer des comptes, à dénoncer les abus. Elle appelle à l'unité, non pas autour d'un parti politique, mais autour d'une vision commune, celle d'un Togo où chacun peut s'exprimer librement, vivre dignement et espérer un avenir meilleur. Son message touche parce qu'il est incarné, sincère, presque viscéral. Parce qu'il exprime la fatigue d'un peuple, mais aussi son espoir. Car malgré les difficultés, malgré les arrestations, malgré la peur, malgré l'impunité, la marraine croit que le Togo peut changer. Elle croit qu'un peuple ne peut pas être éternellement réduit au silence. Elle croit que la vérité finit toujours par trouver son chemin. Elle croit qu'aucun système, aussi puissant soit-il, ne peut durer sans justice. Et au fond, elle croit que les Togolais méritent mieux. Ils méritent une justice impartiale, ils méritent un État qui protège, ils méritent des dirigeants qui rendent des comptes. Ils méritent un pays où les richesses servent à construire des écoles, des hôpitaux, des routes, et non des fortunes personnelles. Ils méritent un pays où la loi est au-dessus de tout, même au-dessus du chef de l'État. Ce discours, qui pourrait paraître utopiste aux yeux du pouvoir, résonne pourtant comme une évidence pour la population. Le Togo a traversé des crises, des manifestations, des périodes d'espoir, des moments de déception. Mais à chaque fois, une chose demeure, le désir profond de justice. La marraine ne fait qu'amplifier ce désir. Elle lui donne des mots, une forme, une force. Et en le faisant, elle pose un geste politique majeur, celui de refuser la résignation. En confrontant un soutien du président fort en public, elle brise un tabou. Elle rappelle que la critique n'est pas un crime. Elle rappelle que le pouvoir doit rendre des comptes. Elle rappelle que le Togo appartient au peuple, pas à une poignée de privilégiés. Au-delà même du cas du Togo, son discours résonne comme une réflexion universelle sur la justice, la démocratie et la responsabilité des dirigeants. Car aucun pays ne peut progresser sans institutions solides, sans transparence, sans lutte contre la corruption. Aucun pays ne peut prospérer si ceux qui volent largement sont protégés pendant que ceux qui parlent sont punis. Aucun pays ne peut se construire durablement dans la peur et l'intimidation. Ce que dit la marraine, d'une certaine manière, dépasse le cadre politique et entre dans le domaine moral. Elle renvoie le pays à sa conscience collective, à son histoire, à son avenir. Elle invite les Togolais à se rappeler que la justice n'est pas un cadeau du pouvoir, mais un droit fondamental. Elle rappelle que les dirigeants ne sont pas des maîtres, mais des serviteurs du peuple. Elle rappelle que la vérité, même étouffée, finit toujours par éclater. Cette intervention restera sans doute comme l'un des moments marquants de cette période politique. Non pas uniquement pour ce qu'elle dit, mais pour ce qu'elle libère comme énergie. Elle ouvre un espace de réflexion, un espace de contestation, un espace d'espoir. Et cet espace, une fois ouvert, devient difficile à refermer. Le Togo traverse aujourd'hui une crise de confiance profonde. La population ne croit plus aux institutions, ne croit plus aux promesses, ne croit plus aux discours officiels qui se répètent sans jamais être suivis d'actions concrètes. Ce qui manque au pays, ce n'est pas la richesse, ni les compétences, ni la volonté de ses citoyens. Ce qui manque, c'est la justice. La vraie justice.
celle qui protège les faibles et poursuit les puissants, celle qui ne se laisse pas dicter par la politique, celle qui ne sert pas d'armes pour intimider. La marraine l'a compris, et c'est pour cela que son discours touche autant. Elle dit tout haut ce que beaucoup pensent. Elle met des mots sur la douleur collective. Elle brise un mur de silence. Et peut-être que c'est là le premier pas vers un changement profond. Car un peuple qui retrouve sa voix retrouve aussi sa force. Et un pouvoir qui ne peut plus étouffer la vérité doit tôt ou tard affronter ses responsabilités. Le Togo mérite mieux. Il mérite une justice forte, équitable et indépendante. Il mérite un leadership intègre et transparent. Il mérite un avenir où chaque citoyen peut s'exprimer sans crainte, dénoncer les abus sans risquer la prison, et espérer un développement réel, durable et partagé. La marraine nous rappelle que ce combat n'est pas perdu. Qu'il commence par la parole, par le courage, par la vérité. Et que tant qu'il restera une voix pour dénoncer l'injustice, il restera une chance de transformer le Togo.